Il arrête des innocents à cause de leur couleur de peau, mais plus tard, son propre enfant subit l'injustice. Dans la ville de Rivemont, la pluie s'effilochait en rubans d'argent sur les vitres du commissariat. Adrien Valmont, lieutenant à la réputation d'inébranlable, rangea son carnet de contraventions avec la précision d'un horloger. On le disait instinctif, un flair sûr, une coupure nette entre le bien et le mal. Il savait, affirmait-il, lire les visages. Les rues, larges comme des promesses non tenues, semblaient reconfirmer ses intuitions. Les mêmes silhouettes contrôlées, les mêmes poches retournées, les mêmes regards saturés de colère. À chaque interpellation, Adrien ressentait la même morsure froide de satisfaction, une conviction tranchante que la ville dormait mieux quand il serrait plus fort. Ce soir-là, il arrêta Jonas Dabo, étudiant en sociologie, sur un trottoir mouillé où rien ne brillait si ce n'est une flaque de bleu gyrophare. Le motif, attitude suspecte et zone sensible. Jonas, trempé, tendit ses papiers d'une main qui n'avait autre arme que la fatigue. Adrien ne vit que ce qu'il voulait voir. Une probabilité devenue certitude. Les portes du fourgon claquèrent comme un verdict. Dans ce claquement se logeait déjà, minuscule, la fêlure qui plus tard dévorerait tout. Le lendemain, Rivemont faisait semblant d'oublier. Les cafés résonnaient de cuillères qui tintent, de journaux froissés, d'indifférence bien mise. Claire, la femme d'Adrien, l'observa en silence devant le miroir. Il serra sa cravate comme on ajuste une armure. « Encore tard, hier ?» demanda-t-elle, presque distraite. « Routine », répondit-il. Cette excuse qui, à force d'être répétée, avait la mollesse d'un drap humide. Sur le chemin du travail, il croisa des visages qu'il classa machinalement dans sa taxonomie intime, menaçant, passif, insolent, à surveiller. Dans l'open space du commissariat, les félicitations traînaient comme des restes de sucre. Belle interpellation, Valmont. On compte sur toi dans le quartier de l'Est. Le rapport sur Jonas était propre, clinique, sans aspérité. Adrien ne lut pas vraiment, il survola ses propres mots. Pourtant, un détail subsistait. L'étudiant avait appelé sa mère au poste, sa voix captée par une caméra interne disant « Net, je n'ai rien fait ». Adrien balaya ce murmure. Il confondait depuis longtemps la grammaire des regards avec la vérité. À midi, il signa un récapitulatif, avala un café amer, oublia de sourire. La journée continua, réglée, comme si les engrenages d'une plus grande machine venaient d'être légèrement graissés de peur. Élie, le fils d'Adrien, quittait le lycée pour la faculté d'architecture. À 18 ans, son sourire hésitait entre défi et timidité. Le soir, à table, il parla d'un projet d'atelier participatif dans le quartier de l'Est, celui où son père multipliait les patrouilles. « On rénove une maison abandonnée pour en faire une bibliothèque de rue », dit-il, les yeux allumés. Adrien tressaillit. « Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. » Claire posa sa main sur celle de son mari. « Laisse-le vivre. » Élie évoqua Malou, une amie aux dreadlocks fines, et Samy, un camarade passionné de débat. On veut créer un espace sûr. On a déjà un plan. Adrien sourit sans dents, une miette de menace collée au coin des lèvres. Le lendemain, il aperçut son fils de loin, au café, discutant avec des jeunes qu'Adrien, par réflexe, aurait contrôlés. Le père ressentit une gêne diffuse, comme si son propre prénom, Adrien, lui pesait soudain. Être père, protecteur et policier, protecteur aussi. Mais de quoi? De qui? Entre la peur et l'orgueil, il choisit l'orgueil. Il dit à Élie, plus tard, d'être prudent. Mais son ton, trop sec, transforma le conseil en blessure. Le prénom d'un fils est parfois un miroir. Il renvoie ce qu'on refuse de regarder. Les jours suivants, le dossier de Jonas revint par un détour imprévu. Un courriel de la commission d'inspection civile annonçait une vérification aléatoire des interpellations pour s'assurer de l'équité. Adrien se crispa. Il savait que rien n'était vraiment aléatoire. La commissaire Laurette Bréal demanda des vidéos de caméras piétons, mais cette nuit-là, le flux était inexplicablement absent. Le logiciel avait bugué. Adrien sentit la sueur froide. Non pas de la culpabilité assumée, mais de l'idée que son autorité puisse être questionnée. Dans le quartier de l'Est, les rumeurs s'enflaient. Encore un étudiant contrôlé pour rien. Une affiche apparut. La dignité n'est pas une infraction. Claire la remarqua sur un mur, la photographie, et hésita à montrer l'image à Adrien. Il, de son côté, demanda à Gaston, technicien, s'il était possible de retrouver le flux vidéo. Gaston parla de serveurs surchargés, de fichiers corrompus, le jargon devenant voile. Adrien signa encore. Les jours semblaient troués, comme si le temps avait perdu sa trame. Un soir,
Élie déclara qu'il participerait à une veillée de lecture dans la future bibliothèque de rue. Adrien voulut s'y opposer, puis s'arrêta. Il avait peur que, s'il interdisait, la révolte d'Élie ressemble à celle qu'il traquait dehors. Le quartier de l'Est s'illumina de petites flammes, tenues par des mains diverses, qui chantaient bas, lisaient des poèmes, collaient des affiches. Élie portait un sweat trop grand, Malou un carnet de croquis, Samy un mégaphone éteint. Adrien, en civil, observa de loin. Il vit Jonas au centre d'une discussion. Non, pas Jonas, mais sa mère, Mireille Dabo, larmes sèches, voix calme. Elle disait « Je veux qu'on arrête de traiter mon fils comme un suspect perpétuel ». Cette phrase eut sur Adrien l'effet d'un coup discret. Il regarda Élie rire à une blague de Malou. Deux agents en uniforme s'approchèrent, hésitants. La situation demeurait paisible. Mais le protocole change vite de visage sous les gyros. Un supérieur, mal informé, demanda une dispersion préventive. Les voix montèrent d'un cran, puis redescendirent, tenues par la sagesse d'une grand-mère qui offrit des biscuits. Adrien recula dans l'ombre. Il se surprit à prier pour que personne ne glisse, que rien ne dégénère. La pluie s'arrêta, les bougies persistèrent, des pages se tournèrent. Quand Élie rentra, Adrien fit semblant de dormir. Il entendit la clé, le pas léger, la porte refermée. La maison respirait, mais dans ses murs, un courant d'air froid circulait, invisible, persistant. Un samedi, au petit matin, un braquage eut lieu à une supérette. Les caméras captèrent deux silhouettes encapuchonnées, l'une portant un sac à dos avec un patch d'atelier, semblable à celui des étudiants du projet bibliothèque. Dans la foulée, une patrouille intercepta Samy, sortant du métro, le même patch cousu sur sa besace. Le procès-verbal parla de « raisonnable suspicion ». Adrien, de garde, reçut l'appel. Il aurait dû se désister, mais l'habitude le poussa. Au poste, Samy répétait qu'il sortait d'une garde d'enfants, qu'il avait des messages de parents pour le prouver. On trouva ces messages, mais on trouva aussi des outils de chantier dans son sac, vite assimilés à des outils d'effraction. La porcelaine de la réalité se fait là. Chaque morceau reflétait autre chose. Adrien suivit la piste jusqu'à l'atelier. Sur une table, il vit des plans, un carnet d'Élie oublié avec un croquis de la façade de la supérette. En réalité, une étude de perspective datée d'avant le braquage. Pourtant, l'enchevêtrement des coïncidences formait une chaîne. Lorsqu'il rentra, Adrien ne parla pas. Claire sentit la tension dans sa nuque. « Tu as peur ?» Il ne répondit pas. Dans sa tête, les pièces d'un puzzle commençaient à s'assembler, au mauvais endroit. Le lendemain, la commission convoqua Adrien pour le dossier Jonas. Salle blanche, néon bourdonnant. La commissaire Bréal lui demanda s'il estimait ses pratiques neutres. Il répondit en jargon, indicateur, objectif, zone prioritaire. On lui montra un tableau de ses interpellations, la disproportion criante selon les quartiers et les profils. Adrien répliqua que la criminalité n'était pas uniforme. Puis, dans un lapsus qui le glaça, il lâcha le prénom Élie en parlant de jeune. Bréal haussa un sourcil. « Votre fils ?» Adrien eut la sensation d'une marche manquée. Dehors, le ciel de Rivemont ressemblait à une radio grésillante. Il marche, téléphone à l'oreille, entend la voix d'Élie. « On a avancé, tu viendras voir ?» Il marmonna un vague. « Peut-être. » Il s'en voulait d'avoir exposé son fils par un simple écho. Le soir, il passa la main sur le cadre d'une photo de famille. Son reflet se superposa au visage d'Élie, à celui de Claire. Il pensa, si je me trompe sur les autres, je peux aussi me tromper sur lui. Puis, comme pour réprimer cette brèche, il se raccrocha à ce qu'il connaissait, la procédure, l'ordre, les grilles d'analyse. Mais la faille, minuscule, gagnait du terrain. Une alerte vibra sur le téléphone d'Adrien, un message vocal laissé au standard par une voix tremblante. « Je m'appelle Awa, je suis la cousine de Jonas. J'ai une vidéo du contrôle. On entend qu'on lui dit « Fais pas l'innocent ». On sait comment vous êtes. Adrien sentit la bile remonter. Il demanda qu'on lui transfère le fichier. La vidéo, filmée d'un balcon, montrait une silhouette d'agent, pas totalement identifiable, et captait surtout la phrase qui brûlait la bouche. « On sait comment vous êtes ». C'était une voix de son unité. Pas la sienne, croyait-il, mais suffisamment proche de ses tournures. Pendant qu'il regardait, une notification surgit. Contrôle préventif. Quartier de l'Est. Élie y était, avec Malou et d'autres, pour préparer l'ouverture symbolique de la bibliothèque. Adrien, crispé, partit en vitesse. Sur place, l'atmosphère avait changé. Contrôle groupé, fouille, une agrafeuse tenue comme une preuve. Élie, sidéré, sortit sa carte d'identité. Un agent plus jeune voulut marquer sa sévérité. Adrien s'interposa, professionnel, mais la scène lui renvoya son propre théâtre. Il vit l'humiliation dans les yeux de son fils.
C'était bref, mais total. Sur le retour, ni l'un ni l'autre ne parla. Un silence durcit leur gorge comme du gypse. La nuit, Adrien rêva qu'il marchait sur une place pavée. Chaque pavé, sous son pas, s'enfonçait. Au réveil, il apprit que Samy avait été libéré, faute d'éléments, mais que la rumeur l'avait déjà jugé. Sur les réseaux, une photo le montrait, floue, assortie d'insultes. Élie, furieux, écrivit un long message public. « Cessez de criminaliser nos visages !» Claire le serra dans ses bras, tandis qu'Adrien se sentait étranger dans sa propre cuisine. Il retourna voir la vidéo d'Awa, la repassa, coupa le son, le remit. Il appela Gaston. « Peux-tu croiser l'heure et l'emplacement avec nos patrouilles ?» Gaston hésita, puis accepta à voix basse. Cette demande, en apparence technique, relevait d'une trahison muette. Adrien surveillait maintenant les siens. Plus tard, il reçut un rapport discret. Au moment du contrôle de Jonas, l'agent Ravel et l'agent Montfort étaient dos au présent. Ravel, l'ami de Bistrot, Montfort, le zélé. Adrien sentit une pierre tomber dans un puits sans fond. S'il admettait la faute des autres, il devait examiner la sienne. Céderait-il? Ou feindrait-il encore la verticalité? Le sol, déjà, ne tenait plus sous ses habitudes. Adrien se rendit chez Mireille Dabo, sans uniforme. Elle ouvrit, méfiant. « Je voudrais comprendre. » Elle le laissa entrer, comme on laisse la pluie traverser le vestibule. Sur la table, des cahiers de Jonas, un stylo plume, des factures payées à temps. Mireille parla sans élever la voix. « Quand vous avez un doute, vous faites de nous un risque. Quand c'est votre fils, vous appelez ça une erreur. » Adrien encaissa. Il contempla une photo de Jonas enfant. Sourire perlé de lait. Mireille n'exigeait pas une excuse, elle exigeait la vérité. Adrien confessa. « Une vidéo existe. Je cherche qui a dit cette phrase. » Elle hocha la tête, blessée mais lucide. La phrase n'est qu'une porte. Derrière, il y a tout le couloir. Au sortir de l'appartement, il leva les yeux vers un ciel lavé. Il sentit qu'il avait franchi une frontière. Dans sa poche, son téléphone vibra. Bréal le convoquait en urgence. Le dossier, désormais, avait gagné l'attention du parquet. Adrien se vit minuscule sur une échiquier en feu entre des camps qui se repliaient. Et au centre, Élie. Son visage devenait la seule boussole tolérable. Au bureau de la commissaire, l'air sentait le papier chaud. Bréal parla vite. « La presse s'en mêle. On veut voir clair. Vous êtes trop près du dossier. On vous retire temporairement de l'unité terrain. » Adrien se raidit. Être écarté, c'était perdre son rôle. Mais c'était aussi gagner une marge. « Je veux collaborer, » dit-il. Et il le pensait. Il donna les noms de Ravel et Montfort, demanda un audit interne. Bréal planta son regard dans le sien. « Et vous ? Vos chiffres parlent. » Il ne répondit pas. Dehors, la pluie recommençait. Adrien passa au café du coin, où il croisait d'ordinaire Ravel. Ce dernier arriva, jovial. « Alors, on nous cherche des noises ?» Adrien, calme, parla de la vidéo, de la phrase. Ravel haussa les épaules. « Les mots dépassent parfois. Tu vas pas faire une affaire d'un adjectif. » Les syllabes, pour Adrien, portaient désormais des gants de boxe. Il comprit que Ravel ne verrait jamais la blessure ouverte, que Montfort s'y étancherait. Il paya l'addition, sortit sans saluer. À la porte, son reflet dans la vitre lui sembla celui d'un étranger. Il ne reconnaissait plus l'homme qui confondait réflexe et justice. Rivemont, tas, des sirènes, au loin, sans urgence identifiable. Adrien, à la fenêtre, vit Élie rentrer plus tard que d'habitude, les épaules lourdes. « On a trouvé des tags racistes sur la porte de l'atelier, » dit le garçon. « On a nettoyé ensemble, mais... » Il s'arrêta. Le « mais » contenait la fatigue d'avoir à prouver constamment le même innocence partagée. Adrien lui proposa de porter plainte. « Tu sais très bien ce que ça donnera, » répondit Élie, sans colère, juste usée. Claire posa une tisane, l'odeur de menthe tenta la paix. Adrien parla enfin. « Je me suis trompé, plus souvent que je ne veux l'admettre. » Le silence se posa sur la table comme un oiseau prudent. Élie hocha la tête. « Alors aide-nous. » Pas seulement en parole. Il lui raconta l'idée d'une charte locale entre riverains, commerçants et police communautaire pour des contrôles documentés et des médiateurs présents. « On nous rira au nez, » dit Adrien, déjà en train de calculer les obstacles. « Peut-être. Mais il faut qu'on commence par quelque chose. » Ce soir-là, les sirènes restèrent lointaines. Au cœur de la maison, une promesse minuscule se déplia, fragile comme une allumette, mais chaude. Le lendemain, Adrien rencontra Maître Nolin, avocat de la famille Dabo. Dans un vestibule étroit, il signa une déposition confirmant l'existence de la vidéo et la probabilité de manquement. Ce geste simple lui coûta l'adhésion silencieuse de certains collègues. Les messages sur son téléphone se firent rares. Un emoji de pouce renversé, un traître, anonyme,
un « fais gaffe ». Il se demanda comment on traverse un fleuve sans brûler les ponts. On ne traverse pas. On apprend à nager. La soirée amena une réunion dans une salle paroissiale où des chaises pliantes alignées faisaient penser à un théâtre pauvre. Élie présenta la charte. Des commerçants soupirèrent, des parents approuvèrent, un policier de quartier, Fares, parla d'expérience ailleurs. Adrien prit la parole, maladroit. Les contrôles sont plus efficaces lorsqu'ils sont justes. Il sentit les regards. Mireille, au fond, le fixa longtemps, puis hocha très légèrement la tête. À la fin, ils signèrent symboliquement la première version de la charte. Ce n'était qu'un papier, mais il avait l'odeur d'un commencement. Adrien rentra tard. La fatigue coulait dans ses os. Pour la première fois depuis des mois, il sentit aussi une mince veine d'air frais. Au petit matin, un événement brutal déchira la fragile trêve. Élie fut interpellé près de la supérette braquée à cause d'une description vague qui correspondait. Un agent nerveux trouva dans son sac un cutter d'atelier et conclut trop vite. Adrien, appelé en tant que parent cette fois, ironie cinglante, arriva au poste et vit son fils assis là où Jonas s'était assis. La même chaise, la même lumière nue. Le monde s'effondra d'un cran. Élie répétait « C'était pour découper du carton à la bibliothèque ». L'agent, raide, cherchait à prouver sa fermeté. Adrien, tremblant, s'adressa au chef de poste « Vous savez qui je suis ». « Justement », répondit l'autre. La procédure, cette fois, lui barrait la route. Il sentit dans son ventre la morsure exacte qu'il avait infligée tant de fois. Claire arriva, blanche, et posa la main sur la vitre. Adrien téléphona à Maître Nolin, qui déboula avec une précision chirurgicale. Les images de la supérette ne correspondaient pas, l'heure non plus. Malgré cela, la machine refusait de ralentir. Ce fut long, humiliant. Quand Élie sortit enfin, Adrien comprit que tout avait changé. La blessure portait désormais le visage qu'il aimait. Le soir, la maison Valmont se remplit de silence. Élie s'isola, Malou envoya un message de soutien, Samy apporta des gâteaux qu'ils ne mangèrent pas. Adrien s'assit sur le canapé et contempla la fenêtre où la pluie recommençait. Il revit tous les contrôles bâclés, les mots lâchés trop vite, les gestes d'autorité qui confondent prévention et domination. Il comprit que son instinct n'était que la sédimentation de vieilles peurs historiques et de statistiques mal lues. Il chercha les bons mots pour Élie, ne trouva que des mots simples. « Pardon, je n'ai pas su ». Élie le regarda longtemps. Alors, apprends. Claire proposa qu'ils écrivent ensemble un texte public. Non pas un plaidoyer héroïque, mais un aveu qui regarde en face. Adrien hésita. La carrière, la hiérarchie, puis accepta. Ils rédigèrent une lettre ouverte. « Nous avons confondu sécurité et facilité. Nous demandons des procédures qui ne blessent pas. » L'aposteur, la garder, ils tranchèrent au matin. Pendant qu'ils écrivaient, Adrien sentit un poids se déplacer. Ce n'était pas du soulagement. C'était une responsabilité qui change de main, qui oblige à continuer. La lettre, publiée sur un site local, fit l'effet d'un pavé dans une flaque. Les éclaboussures atteignirent jusqu'au bureau capitonné. Certains applaudissaient le courage, d'autres dénonçaient une trahison. La commissaire Bréal convoqua Adrien non pour le réprimander, mais pour lui demander « Pouvez-vous contribuer à une révision des protocoles ?» Il acquiesça surpris. Dans la même journée, Ravel l'attaqua sur un groupe interne. « Valmont veut plaire à la presse. » Adrien, calme, répondit « Je veux plaire à la vérité ». La phrase, ringarde, fit pourtant mouche. Pendant ce temps, Mireille Dabo accepta une médiation enregistrée. Elle parla de son fils avec un mélange de douceur et d'acide. La justice ne ressuscite personne, mais elle empêche d'en tuer d'autres. La vidéo circula. La ville se regarda. À l'atelier bibliothèque, ils terminèrent dans les étagères. Élie et Malou inaugurèrent une boîte à idées pour les relations police-jeunes. Adrien vint discrètement, rangea quelques livres. Personne ne l'applaudit, et c'était bien. Le soir, il rentra, épuisé, mais moins vide. Les aveux n'avaient pas tout réglé. Ils avaient ouvert la porte d'un couloir long, exactement comme l'avait dit Mireille. Le parquet ouvrit officiellement une enquête sur l'interpellation de Jonas. Montfort fut suspendu, Ravel déplacé temporairement. Les médias flairèrent le sang et le récit édifiant. Adrien refusa les plateaux. Il préféra les salles sans caméra où l'on travaille vraiment. Maître Nolin proposa une formation obligatoire aux biais implicites, cornaquée par des universitaires et des associations. Fares, le policier de quartier, mobilisa des volontaires. Adrien s'inscrivit en premier. Quelques collègues suivirent, d'autres roulèrent des yeux. Pendant un atelier, une formatrice demanda à chacun de raconter un moment de certitude erronée. Adrien parla d'un contrôle sous la neige, des années plus tôt,
où il avait confondu un geste pour un salut avec un geste pour une fuite. Le récit se brisa dans sa gorge. Personne n'applaudit. On prit des notes. On continua. Parallèlement, l'affaire de la supérette connut un rebondissement. 2 mineurs furent identifiés grâce à des empreintes extérieures au groupe d'Eli. Les plateaux télé oublièrent de faire un rectificatif aussi bruyant que l'insinuation initiale. La ville, elle, s'en souvint. Dans la cour du commissariat, Adrien contempla le ciel et pensa « La tempête ne cesse pas. On apprend à tenir debout plus longtemps. » La bibliothèque des Passerelles ouvrit un samedi clair. Pas de ruban officiel, juste un fil de laine coupé par une fillette à tresse. Les murs portèrent des citations choisies collectivement. Sur une table, un exemplaire écorné de Camus côtoyait un manuel de mécanique vélo. Adrien apporta des livres de sa jeunesse, des romans policiers, ironiquement. Élie présenta l'espace, Malou montra une fresque, Samy fit un discours sobre. Ce lieu n'est pas contre quelqu'un. Il est pour nous. Mireille lut un poème. Farès expliqua comment demander un contrôle documenté. Les choses paraissaient simples, mais sous cette simplicité vibrait une résolution. Se voir autrement. Adrien échangea quelques mots avec un jeune qu'il avait jadis fouillé sans raison. Le garçon répondit « Poli ». Ce n'était pas le pardon. C'était un début de vocabulaire commun. À la fin de la journée, les étagères sentèrent la sciure et le papier. La lumière passait à travers une fenêtre réparée. Adrien comprit que le travail concret, minuscule, répétitif, serait son seul abri contre les slogans et la fatigue. Il embrassa Élie, maladroit, fier. L'enquête conclut à des manquements graves, propos discriminatoires avérés, vices de procédure. Le rapport recommanda des sanctions et des réformes spécifiques. Jonas obtint reconnaissance, tardive et douloureuse. Adrien, lui, accepta une mutation vers une cellule de médiation. Certains dirent qu'il fuyait. En réalité, il entrait. Il passa des heures à relire de vieux PV, à traquer les formules qui blessent. Il rédigea un mémo. Ne pas confondre le profil et la personne. Ne pas déduire d'un lieu une culpabilité. Il ne croyait plus aux conversions spectaculaires. Il croyait à la constance des gestes. À la maison, il parla davantage avec Claire. Hésita moins avec Élie. Les cicatrices ne s'effacèrent pas. Elles s'apprirent. La ville, elle, ne devint pas un paradis. Mais, au coin d'une rue, un contrôle se déroula avec une correction nouvelle, et personne ne s'en vanta. C'est peut-être ainsi que les choses changent. Sans trophée. Un soir, Adrien croisa Mireille. Ils se saluèrent. Elle dit « Continuez ». Ce « vous » n'était plus un mur. C'était un pont, sommaire, mais solide. Des mois plus tard, la bibliothèque des Passerelles avait sa patine. Les livres tournaient, les chaises grinçaient. Les bougies de la veillée d'autrefois avaient été remplacées par une guirlande de LED. Élie animait un atelier d'urbanisme participatif. Dessiner la ville pour mieux l'habiter. Adrien s'asseyait parfois au fond, pris de la pudeur des spectateurs tardifs. Il n'était pas un héros. Il était un homme qui avait cessé de se raconter des mensonges utiles. Quand il marchait désormais, les pavés ne s'enfonçaient plus tout à fait. Il vibrait sous son poids, certes, mais répondait comme s'il reconnaissait la cadence d'un pas qui renonce à écraser. Rivermont demeurait imparfaite, mais la carte des possibles s'était élargie d'une rue, d'un nom, d'une poignée de main. Et s'il venait à oublier, il savait où revenir. Une étagère de bibliothèque, une salle paroissiale, une table de cuisine où l'on signe des lettres maladroites. La justice ne tient pas dans une phrase. Elle s'écrit lentement au futur imparfait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où l'ombre recule à force de pas lents.